Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo annonce définitivement la fin de l'automne, à mon plus grand regret, et donc la fin du Pumpkin Autumn Challenge. Challenge saisonnier qui me tient tant à cœur et qui maintenant a été remplacé par le Cold Winter Challenge, vu qu'on est en décembre et donc presque en hiver. Ce qui veut dire que l'heure du bilan a sonné. Alors, je vais reprendre mon petit carnet. On va re-regarder ensemble tous les menus, les catégories et les livres que j'avais mis dedans pour voir où est-ce que j'en suis au niveau des lectures que j'avais décidé de lire cette année. Alors, le premier menu était Automne frissonnant et la première catégorie était l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Alors, le premier roman que j'avais décidé de mettre à la fois pour cette catégorie, ce menu et ce challenge, c'était Ici vivent les ténèbres de Sanguine, avec cette couverture tout à fait à propos, tant pour le thème que pour la saison spooky. Et je l'ai lu. Ouh, le challenge commence bien. Le premier livre, qui pourtant était un bon petit bébé, je l'ai lu et j'ai adoré, parce que j'adore la plume de Sanguine. J'aime son univers, j'aime ce qu'elle nous propose, et là on est avec un frère et une sœur au cœur d'une maison un petit peu victorienne, un petit peu hantée par des esprits qui n'ont pas l'air tout à fait sympathiques. On ne sait pas tout à fait pourquoi, mais en tout cas, l'esprit principal a bien décidé d'en faire baver à la famille qui habite ces lieux. Et c'était vraiment tellement chouette. J'aime tellement ce que nous propose Sanguine à chaque fois, tant par son originalité que par la qualité de sa plume, que par le style victorien, spooky, foggy comme ça qu'elle nous amène. C'est vraiment incroyable. Franchement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce que fait Sanguine, lisez Ici vivent les ténèbres et lisez également sa saga Va au diable, qui est vraiment également super chouette. Ensuite, nous avions Fenêtres cassées, portes ouvertes, avec horreur, huis clos, pièges, peur, suspense, thriller et créatures. Et là, je vous avais dit, il y aura forcément un thriller ou quelque chose autour de l'horreur, mais celle-ci, j'étais sûre et certaine de pouvoir la remplir avec un titre, peu importe lequel ce serait, vu que j'adore les thrillers et que j'en ai plein à lire. Et alors, j'ai décidé de mettre celui qui était juste ici, qui était en auto-édité, que l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer. Il se nommait Dérapage. Et il remplit bien cette catégorie, à la fois dans du un peu thriller, un petit peu fantastique, un petit peu folie, un petit peu fantomatique, on ne sait pas trop, parce que notre héros va se retrouver à rouler en plein milieu d'une nuit pluvieuse où il ne voit rien à 20 mètres, et il va devoir faire un écart pour ne pas percuter une jeune femme, toute de blanc vêtue, complètement trempée sur la route en pleine nuit. Qui est cette femme? Existe-t-elle réellement? Est-ce une hallucination? Est-elle bien réelle, vivante? Je ne vous n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir le récit pour savoir s'il s'agit ou non d'un fantôme, parce que l'auteur sème le doute petit à petit dans notre esprit, et jusqu'à la fin, il réussit à faire un très joli twist que je vous laisserai également découvrir. Ensuite, nous avons Le crâne qui parle, avec gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et là, je m'étais basée sur le mot sorcière, ou plutôt même sorcier, parce que j'avais décidé de mettre Beyond the Wand de Draco Malfoy, mais de Tom Felton, ce serait mieux, l'acteur qui incarne donc Draco Malfoy dans la saga Harry Potter. C'est sa biographie de son enfance jusqu'à la partie justement où il a incarné le célèbre sorcier. Et il y a toute son évolution à l'intérieur, tant en tant qu'enfant qu'en tant que personne cherchant un travail en tant qu'acteur, puis devenant un antagoniste mondialement reconnu, et qu'est-ce que ça lui a apporté, en bien comme en mal, dans sa vie, dans sa carrière et compagnie. Et c'était très intéressant et touchant de pouvoir lire, enfin moi plutôt écouter parce que je l'avais en version audible, et d'ailleurs lu par Tom Felton lui-même, donc c'était encore mieux au niveau sensation et au niveau imprégnation, je trouve, parce que il sait insuffler le ton qu'il a voulu donner lui-même à son récit, vu qu'il en est l'auteur. Donc c'était très intéressant et touchant de voir par quelle phase négative il est passé, par quelle autre phase positive il est passé également, comment ça l'a
parfois désespéré, puis comment ça l'a fait gagner en confiance et grandir. C'était très intéressant de pouvoir lire cette nouvelle version de cet homme, de ce personnage, à travers les lignes de sa propre vie. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'était des pancakes pour 11, avec science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre et super pouvoir. Et là, je m'étais basée sur le mot super pouvoir en vous mettant le tome 1 Tisanes et convoitises des loups de Yanivore. Avec le recul, je m'étais dit que super pouvoir, ça pouvait le passer parce que justement, cette jeune femme a, on va dire, le pouvoir de faire pousser des plantes et de faire décupler leurs propriétés curatives ou non. Je m'étais dit que ça rentrait bien dans super pouvoir, mais finalement, je me dis qu'elle aurait peut-être été mieux dans une autre catégorie. Mais qu'importe, je l'ai lu. Et pareil, lui aussi plutôt, je l'ai écouté. Et si ça m'intéressait bien au début du fait qu'on suivait justement certes cette jeune herboriste qui est très douée au niveau des plantes et donc justement les propriétés intéressent certaines personnes, en bien comme en mal, elle va se retrouver au cœur d'une espèce de guerre entre une personne qui veut racheter des terres séculaires et les clans qui sont sur ces fameuses terres séculaires et qui n'ont pas envie de partir. Et elle va se retrouver au milieu de tout ça autour de la mythologie nordique et notamment de loups. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai le découvrir. C'était très intéressant justement dans ce côté un petit peu fantastique, un petit peu mythique, mythologique. En revanche, le côté romance, c'était pas ça du tout en tout cas pour moi. Ça ne l'a pas fait parce que c'était trop tout ce que je n'aime pas, on va dire au niveau de la romance. Après, au niveau de tout le reste, ça allait très bien et l'humour est omniprésent, ce qui donne un petit peps quand même au niveau de la lecture, tout au long de l'écoute, avec justement une narratrice qui rend bien le ton comme il le faut au niveau de l'humour, au niveau du cynisme et au niveau justement du sarcasme. C'était assez sympa, mais donc sans le côté romance, ça aurait été encore mieux. On passe ensuite au second menu qui était Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie c'était Take Care of Cinnamon Homes. Automne, tendresse, foyer, famille, cosy, singularité et gourmandise étaient les mots-clés. Et là, j'avais choisi de mettre The Bake Shop à Pumpkin and Spice, qui est encore une version audio. Décidément, je vidais un petit peu ma palle audio sur celui-ci, et je l'ai lu, donc écoutez. Et si cette magnifique couverture m'avait inspiré de la gourmandise, m'avait inspiré du cosy et du cocooning, je me suis retrouvée face à une fucking romance. Ah, je me suis fait piéger par cette couverture et j'étais persuadée d'être dans un contemporain au milieu justement de cette pâtisserie qui aurait eu un soupçon de magie visiblement pour aider les gens à aller mieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être super intéressant et sympa. Sauf que ce soupçon de magie, c'est pour rapprocher les gens qui ne savent pas s'avouer leurs sentiments. Et j'étais, oh no, damn no. Bah si, c'était une romance. Et ça l'a pas fait, du tout. En plus, c'est piégeux parce qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a 2 romans en fait. Il y a le Bake Shop at Pumpkin and Spice et il y en a un autre qui n'a rien à voir avec le Bake Shop, qui finalement, lui, est très court. Il fait, je pense qu'il doit faire même pas 200 pages finalement, et le deuxième doit être à peu près pareil, ce qui fait qu'il y a 2 livres en un, mais 2 livres qui sont des romances qui se tournent autour et qui sont, pareil, tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire niaises à souhait, qui n'avancent pas et qui sont dégoulinantes de mièvrerie, ce que je n'aime pas spécialement, il faut dire. Donc, je me suis fait eu. La couverture était certes magnifique, mais son contenu n'était malheureusement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il était peut-être mal classé au niveau de ce que Audible me proposait, mais bon, au moins comme ça, ça y est, je l'ai lu et je peux passer à une autre lecture. Ensuite, nous avons La délicieuse malaventure de Sadima, avec contes, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et là, j'avais choisi de mettre la magnifique BD qui s'appelle Le cercle du dragonté. Oh, mais qu'est-ce que c'était mignon! J'avais adoré la couverture. Je suis tombée sous le charme du décor, de la mise en couleur, des mignons petits personnages qui sont à l'intérieur, notamment ces fameux dragontés. J'ai tellement aimé ce premier tome que je me suis ruée à ma médiathèque pour récupérer les tomes 2 et 3,
Et ainsi, j'ai pu lire la trilogie complète que j'aimais. Adoré. C'est beau, c'est mignon, c'est plein de tendresse, plein de jolis messages également sur beaucoup de thèmes divers. C'était vraiment super chouette. Un soupçon donc de magie, de fantastique avec ces petits dragons dont des feuilles de thé poussent sur leur dos et qui permettent donc de faire des infusions. Quelle délicatesse dans ce joli récit, j'ai vraiment adoré. Nous avons ensuite Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Avec amitié, aventure, lumière, BD, anxiété et santé mentale en mots-clés. Alors j'avais choisi de mettre pour cette catégorie-ci Le domaine des innocents de Thomas Tillier, publié aux éditions du Héron d'Argent, parce que j'avais vu au niveau des trigger warnings au début. Voilà, également sont évoquées des thématiques telles que la santé mentale et la folie. Donc, c'était parfait. Et en plus, cette couverture me donnait terriblement envie, à part de voir la ring light se refléter dedans, mais d'aller me plonger donc dans cette forêt brumeuse, obscure et parfaitement automnale, pour aller au niveau d'une recherche d'une tante qui cherche sa nièce. Au milieu d'une forêt, elle va tomber sur une vieille bâtisse qui va se retrouver labyrinthique et vraiment cauchemardesque. Et il est assez court finalement, assez court mais assez long pour nous retourner le cerveau parce que on est vraiment dans un labyrinthe cauchemardesque comme je vous disais et qui nous fait aller presque au stade de la folie parce qu'on ne sait pas trop si le personnage est en délire complet, est en phase fantastique justement un petit peu. Ça m'a fait penser à Silent Hill, à la cassure qu'il y a entre le moment où il fait jour, entre guillemets, avec cette brume, et le moment où la sirène retentit et qu'on bascule dans la nuit et dans le cauchemar complet. Ici, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a des moments qui sont, on va dire, normaux, et d'autres où il y a des créatures étranges qui font leur apparition, où les personnages tournent en rond, sont au seuil de la folie. On ne sait pas tout, jusqu'au moment où l'intrigue bascule, et qu'on comprend tout, et qu'on comprend justement que l'auteur nous a vraiment bien manipulés, même si j'ai trouvé à certains moments que c'était assez léger, point de vue que ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, c'est un peu le but pour justement essayer de nous perdre et de perdre notre esprit dans les méandres de cette folie labyrinthique, mais il y a des petites répétitions, je trouve, au niveau du champ lexical, qui font qu'on sent que c'est un premier roman, qui a du potentiel certes, mais on sent qu'il manque peut-être un peu de profondeur, j'ai envie de dire. Il était bien, il a d'excellentes idées, mais il est peut-être un peu court pour pouvoir avoir ses idées vraiment exploitées jusqu'au bout. Et c'est fort dommage parce que j'ai trouvé l'idée très intéressante, c'est très sympa, la mise en page est intéressante également, avec, vous voyez, un chapitrage très aéré avec ces espèces de signets là qui nous permettent de couper dans le récit. Donc c'était intéressant, mais il manquait quand même un petit quelque chose. Ensuite, la dernière catégorie pour ce menu, c'était « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul », avec orgueil, préjugé, amour, célibat, satire, classique, sarcasme et verve au niveau des mots-clés. Alors à la base, j'avais mis Les naufragés du temps, dont la couverture magnifique juste ici m'inspire fortement une ambiance assez automnale, assez brumeuse, comme ça, assez hors du temps. Et je voulais absolument lire ce livre parce qu'il avait l'air mais incroyable. Depuis le temps que je cherchais à mettre la main dessus, je n'ai pas pu le lire parce qu'il y a eu cette petite chose qui est arrivée entre-temps et qui était un SP que je devais lire et redonner à une date précise. Et c'est un petit SP de à peu près 600 pages qui est donc venu phagocyter ma lecture des naufragés du temps, que je garde quand même précieusement là-haut au niveau de mes étagères parce que j'ai quand même envie de le découvrir un peu plus tard. Et donc, Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson, qui était vraiment super chouette. Il est incroyable, c'est un espèce de récit de vie qui nous transporte dans la vie d'une femme qui a fui le jour de son mariage car elle est accusée du meurtre de son mari. Et on n'en sait pas plus jusqu'à très loin dans le récit, parce que quand on commence celui-ci, on se retrouve avec les enfants de cette femme qui doivent ouvrir son testament parce qu'elle est décédée
et qu'elle avait beaucoup de secrets qu'elle cherche à leur dévoiler maintenant avec une cassette audio qu'elle va leur passer pour leur décrire justement sa vie, de qui elle était vraiment, parce qu'elle n'est pas la mère que finalement il pensait qu'elle était, et qu'elle avait beaucoup, beaucoup de secrets à leur dévoiler. Et c'était très intéressant, et honnêtement, pour un premier roman, il se lit vraiment tout seul, il a d'excellentes idées, d'excellentes dénonciations au niveau du racisme, au niveau des préjugés, au niveau de la fuite justement dans certains pays qui sont eux également bourrés de préjugés envers des nouvelles personnes qui ne sont pas issues de ce pays. C'était vraiment chouette, très 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 intéressant Les Pères oubliés. Je ne regrette absolument pas d'avoir eu cette opportunité avec Masse Critique parce que c'était vraiment super chouette. Une très jolie lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Et on en arrive déjà au dernier menu qui était le menu thème de cette année, automne crépusculaire. Avec en première catégorie le règne des phalènes, avec âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal nocturne en mots-clés. Alors là, je m'étais plutôt concentrée sur le mot âme, vie, mort, il y avait un peu de l'obscurité, un petit peu du spooky, de l'horreur. Il aurait pu rentrer dans beaucoup de catégories parce que j'avais choisi de mettre The Toll House de Kelly Regan et qui est un livre donc de fantômes. Donc âme, vie et mort, ça rentrait plutôt bien, obscurité et tout également. Parce que c'est une famille composée d'une mère et de son fils qui vont emménager dans une nouvelle maison pour entamer une nouvelle vie. Et évidemment que cette maison n'est pas vide complètement. Évidemment qu'il va y avoir quelques petits fantômes indélicats qui ont décidé que ce n'était pas la bonne maison dans laquelle ils allaient emménager. Ils n'ont pas envie d'eux, mais ils ne savent pas pourquoi. Et j'ai trouvé ça super chouette, avec une énorme vibes à la Haunting on Hill House, qui était vraiment super chouette, et avec un découpage du récit entre le passé et le présent. Et si au début le passé est complètement absent, qu'on ne suit que la vie justement de cette mère et de son enfant, petit à petit quand le passé arrive, on se demande déjà mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et petit à petit on comprend qu'il y a eu des drames dans cette fameuse maison et que ces drames ont un fort lien avec ce qui se passe dans le présent. Et c'était très intéressant, très chouette de voir quel fantôme était là, pourquoi, avec quelles intentions, et qu'est-ce qui lui est arrivé dans le passé pour qu'il ait ce caractère, entre guillemets, dans le présent. C'était très chouette. Un livre que je trouve déjà super joli de par son aspect dans donc un très joli objet livre, et le contenu était vraiment très sympa également. Une parfaite lecture pour la période spooky, et donc Halloween et l'automne. Nous avons ensuite Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Alors j'avais décidé de mettre Cosmographia, dont je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai prêté à mon frère, donc je ne l'ai plus en ma possession pour le moment. Mais de par le titre et de par cette couverture étoilée, il rentrait parfaitement dans cette catégorie, et c'est un roman graphique, avec des jumeaux qui peuvent lire l'avenir au niveau des étoiles et qui vont se retrouver embarqués au milieu d'une situation fort inconfortable que je vous laisserai évidemment découvrir parce que le roman graphique est très très court, donc je risque de vous spoiler des éléments sans le vouloir, tellement tout est condensé, mais d'une beauté incroyable, avec les dessins notamment de Nicolas Jamonot qui sont incroyablement beaux et qui se marient parfaitement avec l'histoire justement qu'il y a dans ce roman graphique. C'était une très jolie découverte qui me permet de valider cette catégorie parce que j'avais mis à côté de ça une autre lecture que je n'étais pas sûre de pouvoir lire à temps parce qu'il s'agissait d'un gros pavé. Est-ce que vous vous rappelez de ce pavé dans ma vidéo de présentation du Pumpkin? Eh oui, il s'agissait de Babel. Et là, il s'agit de la Dust Jacket parce que Babel, je ne l'ai pas encore terminé, tellement il est gros. Justement, il fait presque 800 pages, mais c'est presque 800 pages où finalement je suis bien dedans, donc je prends mon temps pour le lire, parce que c'est un récit qui est assez lent, assez contemplatif, assez immersif, mais qu'une fois qu'on est dedans, eh ben on est bien, on est intrigué. Moi, en tant que traductrice, c'est un livre qui parle de la sémantique, de la traduction, de cet acte finalement de dénaturer la langue originelle
pour la basculer vers une langue compréhensible pour un autre peuple, c'est très intéressant. Et il y a un côté un petit peu donc fantastique derrière, avec une magie qui permettrait de faire des choses avec ces fameux mots. Justement, le pouvoir des mots est très intéressant. Et c'est pour ça que j'en suis à la moitié, si je ne me trompe pas, et que je prends mon temps. Je savais que je ne pourrais pas certainement le valider au niveau de ce challenge-ci, mais ce n'était pas grave du tout. Déjà parce que je l'ai enfin sorti de ma palle depuis l'an dernier qu'il traîne, et parce que justement je savais qu'il allait être assez lent, assez étiré au niveau de l'action qui est plutôt lente, mais qui est quand même très bien écrite. La plume de R.F. Kuang est très chouette. J'ai hâte de pouvoir le continuer et de vous en parler un petit peu plus au niveau d'un vlog quand je l'aurai terminé. Ensuite, nous avons La chute de l'or ailé, avec ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, fleurs, roman choral, envoûtant, évanescent en mots-clés. Alors au début, c'est vrai que j'avais choisi de lire Nox, parce qu'il y avait des fleurs au niveau de la couverture. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop facile, on va dire, et j'étais pas spécialement satisfaite de mon choix, même si Nox, je ne l'ai toujours pas lu, et qu'il aurait fallu que je le sorte parce qu'il est un petit peu parfait pour cette période de l'année. Mais un SP est arrivé, et contre toute attente, il était tellement parfait pour cette catégorie-ci que je me suis dit, c'est pas grave, Nox, il est dans ma bibliothèque, il peut attendre encore un peu, je vais lire L'ombre de l'ange, parce qu'il est juste parfait pour cette catégorie-ci, il tombait pile poil, et la couverture. Déjà, rien que la couverture était chouette, et le thème, où on va parler d'anges qui vont combattre des ombres qui sont un petit peu comme des anges déchus, certains qui ont des pouvoirs qui se dissimulent aux yeux des humains, et avec notre héroïne notamment, qui la journée travaille en tant qu'apothicaire, et la nuit, elle devient une ange combattante qui va nettoyer les rues de sa ville et la protéger. Et elle va la protéger contre une sombre prophétie qui annonce qu'une ombre va bientôt émerger et que cette ombre va choisir soit le clan des ombres et détruire donc le monde, soit le clan des anges et le sauver. Et évidemment que le clan des ombres veut récupérer ce fameux ombre-ange et que le clan des anges, il veut tout faire pour les arrêter. Et c'était très intéressant, même si j'ai eu beaucoup de mal avec le caractère étrange de l'héroïne, qui est une femme archi forte, archi badass, archi tout, qui en chie, entre guillemets, sévère dans le bouquin, mais qui arrive contre tout à tout surpasser et à tout surmonter, peu importe les coups qu'elle va se prendre dans la tronche. C'est le seul truc qui m'a fait que j'avais un petit peu de mal avec donc ce personnage, mais après au niveau du récit, la plume est très chouette, la fin est semi-ouverte et appelle un tome 2, tout comme elle conclut très bien un tome 1. Donc je suis mitigée, j'aimerais bien une petite suite, mais en même temps je me dis que le premier tome est vraiment très bien et pourrait se suffire également à lui-même. Donc, affaire à suivre, à voir s'il y aura dans le futur un tome 2. Et ensuite, on en arrive déjà à la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge qui était le crépuscule des Cides, avec elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature en mots-clés. Et là, j'avais mis une fois de plus le livre qui est derrière ma tête et que j'ai la flemme de sortir pour ne pas défoncer mon décor, donc couverture juste ici, L'Empire des damnés de J. Christophe. Parce que j'ai lu L'Empire des vampires début d'année, mi-d'année, milieu d'année, je ne sais même plus, mais je l'ai lu en tout cas. Il était très chouette et j'avais fortement envie de découvrir le tome 2 pour rester dans la continuité et puis pour être à jour dans une série. Et vous vous doutez de ma réponse, vu ma tête. La continuité de la série n'a pas été aboutie, vu que je n'ai pas eu le temps de le lire. Parce que j'avais entre guillemets le choix entre Babel et l'Empire des damnés. Je voulais lire les deux, il me restait ces deux-là à lire pour ce challenge, et entre un qui fait 800 pages et l'autre 1000, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du timing, c'était chaud. Et donc je me suis dit que j'allais sortir Babel plutôt que l'Empire des damnés, parce que Babel, ça faisait plus longtemps que je l'avais dans ma palle que l'Empire des damnés, que j'avais lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, donc je pourrais lire le tome 2, peut-être d'ici la fin de l'année, sinon je le sortirai très certainement l'an prochain,
dans l'attente d'avoir le tome 3. Que Babel, c'est un one-shot, donc je me suis dit, allez, on sort le one-shot, et ça évitera peut-être la frustration d'avoir une fin abrupte pour le tome 2 de l'Empire des damnés, et de ne pas avoir le tome 3 sous la main. Est-ce que vous voyez les excuses que je me cherche là pour ne pas avoir réussi à sortir l'Empire des damnés ? Oui, toutes les excuses sont bonnes, mais il est vrai que celui-ci, je n'ai pas eu le temps de le sortir, et j'avais un petit peu pas envie spécialement de le remplacer par une autre lecture, parce que je n'ai pas cherché spécialement plus que ça, à switcher avec un autre titre. Donc je me suis dit, qu'importe, parce que si on fait le calcul, parce qu'on était donc à la dernière catégorie, à part l'Empire des damnés, et j'ai lu tout le reste, c'est le meilleur score du Pumpkin Autumn Challenge ever que j'ai pu faire. Incroyable. Bon alors oui, j'avais 2 patapouf à la fin, c'est pour ça qu'il n'a pas été validé à 100%, mais quelle joie d'avoir réussi à lire tout ça. Je suis ravie d'avoir pu caler tant des livres, entre guillemets, plaisir, que des livres imposés parce que donc un service de presse, que même des livres que j'ai réussi à sortir de ma pile audible. Franchement, c'était parfait. Un super combo qui m'a fait découvrir des super livres comme des lectures qui m'ont un petit peu moins convaincue, mais toutes dans un mood très agréable au niveau de l'automne. Donc c'était une fois de plus un super challenge saisonnier organisé par Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve. C'était super chouette. Et même si je l'ai à peine terminé et que j'ai déjà commencé le Cold Winter Challenge à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai déjà envie du futur Pumpkin Autumn Challenge parce que je sais que chaque année Guimauve nous offre quelque chose d'absolument grandiose qui évolue d'année en année. Et je suis déjà impatiente d'être à l'an prochain pour découvrir ce qu'elle va pouvoir nous concocter. Donc, cette tirade conclut cette vidéo et ce challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez participé vous aussi. Est-ce que vous avez réussi à lire tout ce que vous vouliez ? Est-ce que parmi les lectures que je vous ai présentées, il y en a certaines qu'on avait en commun et que vous avez lues et ou appréciées ? Dites-moi tout au niveau des commentaires, qu'on puisse échanger là-dessus. Et sur ce, je vais aller ranger tout le bazar que j'ai mis en disposant des livres à droite à gauche. Et je vais couper donc cette vidéo ici en vous souhaitant d'excellentes prochaines lectures. Et on se retrouve donc plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!